Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Amadou Sylla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France, Précieux Rodrigue Vossanoudé, journaliste, et Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Sans plus tarder, le Zoom. Trois Africains sur 4 n'ont pas accès à l'électricité. Dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi, c'est moins de 10% de la population qui accède à cette énergie. Une situation qui ralentit alors la vie quotidienne mais aussi des pans entiers de l'économie. C'est le cas également en République du Congo, souvent en proie au délestage pour les populations et les bailleurs de fonds. Il est urgent d'accroître les capacités de la centrale électrique. Voyez ce reportage de Nelly Claude Bessard. En République du Congo, les autorités envisagent d'améliorer l'accès à l'électricité. La plateforme Africa 50 s'est engagée à investir une partie de son financement dans le projet tout en mobilisant d'autres financements auprès de ses partenaires. L'infrastructure, qui a actuellement une puissance de 300 MW, devrait voir sa capacité passer à 450 MW puis à 900 MW d'ici à 2027. Nous sommes ravis de voir les experts africains revenir sur le continent et rejoindre les institutions comme Africa 50 pour conduire la transformation de notre continent tel qu'envisagé par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. L'accord paraphé entre le gouvernement congolais et Africa 50 stipule que la plateforme évaluera le projet afin de s'assurer qu'il est bancable et prendra les mesures nécessaires pour la mobilisation des fonds nécessaires à sa mise en œuvre. L'optimisation de la qualité d'énergie va se situer à deux niveaux. La possibilité d'accéder à l'électricité facilement en milieu rural. Il y aura donc une optimisation de cette augmentation d'énergie électrique offerte aux ménages, qui va certainement doubler la production qui est offerte traditionnellement. La centrale électrique du Congo, détenue à 80% par l'État congolais et à 20% par la société Eni Congo, filiale du groupe pétrolier et gazier italien, fournit près de 60% de l'énergie électrique au Congo. Alors en effet, ces 20 dernières années, la capacité installée est certes passée de 89 à plus de 600 MW sur l'ensemble du territoire national, Jean-Marie Bitomo. Néanmoins, l'offre demeure toujours inférieure à la demande. C'est cela aujourd'hui la situation en République du Congo. C'est la problématique de toute l'Afrique. La République du Congo ne fait pas exception, tout simplement pourquoi sur ce plateau nous disons toujours la chose suivante. L'énergie est le nerf de la guerre pour les Africains. Tout simplement pourquoi? Parce que l'énergie conditionne l'industrialisation des États en tant que telle. Si vous n'avez pas d'énergie, comment est-ce que vous allez faire pour industrialiser les pays? Et de mon point de vue, je porterai une critique que je porte souvent ici, là, qui est, comment dirais-je, les choix qui sont faits ne sont pas les choix les plus pertinents. Quand vous êtes en Afrique, l'Afrique a l'énergie la moins chère du monde, à savoir l'eau solaire. Pourquoi est-ce que nous ne nous concentrons pas là-dessus? Vous avez des barrages comme celui dont on vient de parler. Nous connaissons celui de la RDC qui est à côté, qui est capable, si vous prenez celui de l'Éthiopie, de pouvoir, comment dirais-je, alimenter toute l'Afrique. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les États africains, c'est-à-dire dans leurs priorités, ces priorités-là ne sont pas dans la bonne hiérarchisation qu'il faut en tant que telle. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les Africains quand on vous dit qu'on va augmenter l'offre énergétique d'un État. C'est quelque chose qui est très très important parce que ça conditionne le développement de nos États en tant que tels. Pouvoir industrialiser une économie, si vous n'avez pas d'énergie, c'est pratiquement impossible. Amadou Sylla, alors on voit quand même que le Congo, un pays comme le Congo, reste extrêmement attaché à l'énergie fossile qui est pourtant beaucoup trop coûteuse. Pourquoi le pays a tant de mal comme ça? Et il y a également d'autres pays africains qui sont également dans la même situation, a tant de mal à prendre ce virage vers les énergies renouvelables? En tout cas, je pense que là, il n'y a pas le choix parce qu'on est dans un contexte extrêmement compliqué en ce moment avec le réchauffement climatique, qui conditionne aujourd'hui toutes les pensées politiques en matière de développement. Et donc, de ce point de vue, je crois que par rapport à l'Afrique, comme vient de le dire Jean-Marie, on a le soleil, beaucoup de soleil, susceptible en tout cas de nous offrir de l'électricité en abondance. Malheureusement, les réflexions ne vont pas dans ce sens. Mais je crois qu'aujourd'hui, la contrainte elle est mondiale, et ce qui fait que tous les pays, que ce soit du sud comme au nord, sont aujourd'hui obligés
de partir dans cette dynamique, effectivement, de l'énergie propre, et sachant que c'est des pays aujourd'hui qui sont dans une dynamique de croissance très poussée, et on ne peut pas parler de croissance sans parler d'industrialisation. Donc cette politique aujourd'hui généraliste, qui est généralisée un peu sur pas mal de pays africains, où il faut industrialiser coûte que coûte le pays pour, en tout cas, vers l'émergence comme le concept, c'est un concept en tout cas en vogue en ce moment dans beaucoup de pays africains. On parle d'émergence, il n'y a pas d'émergence et réellement il n'y a pas d'industrialisation. On voit un peu au Maroc ce qui est en train de se développer là-bas avec ces centrales qui se mettent en place pour produire de l'énergie propre. Je crois que tout ça, c'est des solaires. Oui, c'est des centrales solaires. Je crois que tout ça, c'est aujourd'hui des positionnements qui se font au niveau des États pour, en tout cas, tirer le maximum de profit vers la croissance et le développement. Alors, moi, je vais les compléter un peu pour dire que moi, j'ai l'habitude de dire que c'est deux facteurs qui conditionnent le développement. Il y a les infrastructures routières et puis il y a l'énergie. Tant qu'on n'aura pas ça en Afrique, on ne peut pas développer l'Afrique. Et je peux comprendre que c'est la paresse qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Parce que les autres n'ont pas de tête plus que l'Africain. Il suffit que nous avons les meilleurs cadres, nous venons dans le pays des autres et puis nous développons, nous avons les meilleurs ingénieurs. Pourquoi ne pas se concentrer un peu histoire du travail et que nos gouvernants aussi puissent faciliter la tâche à ces ingénieurs, quitte à ce qu'ils conçoivent des projets, quitte à ce que ces techniciens puissent réaliser, parce que quand vous parlez de l'énergie solaire, il faut des techniciens pour mettre en place la stratégie qu'il faut pour développer l'énergie solaire. Mais pendant ce temps, quand un jeune qui est diplômé d'un institut supérieur finit, dans quelles conditions on lui donne pour lui permettre de rester dans son pays, histoire de sortir de grands projets? Il y a tout cela, parce qu'il faut partir d'un fondement pour espérer quand même développer l'Afrique à base de sa propre énergie. Vous voyez, donc moi je pense que le véritable problème, il suffit que quelqu'un fasse un pas et puis tous, on applaudit, on dit que c'est déjà bien fait et on ne veut pas mouiller plus les maillots, on ne veut pas donner un peu plus pour pouvoir exceller. Mais moi, ce que j'ai vu, pour ma foi, ce n'est pas déjà une avancée assez significative pour être mieux applaudi. Il faut un peu plus parce que nous avons le Congo à côté où on peut produire assez d'énergie pour nourrir toute l'Afrique et même revendre ça à d'autres continents. Mais moi, je pense qu'après là, je l'ai dit ici à plusieurs fois aussi, c'est une dynamique. Hein, on a vraiment une certaine ambition, la jeunesse africaine, nous qui sommes de l'autre côté, on voit l'Afrique d'une certaine manière et que voilà. Mais je crois qu'il faut tenir compte que l'Afrique est dans une dynamique. Cette dynamique-là, ça va prendre le temps qu'il faut, parce que c'est des États qui ont accédé à l'indépendance il y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui, la structure de ces États-là reste encore fragile. Donc il va falloir jouer sur le temps, mais ce que vous dites, j'en suis très conscient et je pense que c'est très important, c'est bon signe pour l'avenir de l'Afrique, parce que tout simplement, les générations qui viendront, certainement, auront beaucoup plus d'exigences et beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'indépendance pour asseoir les vraies politiques, en tout cas, qui s'imposent pour le développement de l'Afrique et l'indépendance absolue de l'Afrique. Moi, je voudrais revenir sur une chose importante, s'il vous plaît, Zahra. Oui, parce tout simplement, pourquoi? Parce que, vous voyez, les partenariats, moi, je veux revenir à la base. Les partenariats, c'est-à-dire Africa 50, c'est-à-dire, on en a parlé ici, là, sur le plateau, dès sa naissance et tout ce qui s'ensuit. Ce sont ces stratégies fines-là dont nous sommes en train de parler tous les trois qui convient de mettre en place, à savoir que financer les secteurs prioritaires il a parlé tout à l'heure de l'énergie, il a parlé, comment dirais-je, des infrastructures routières, mais moi j'ajouterais un facteur que les gens oublient souvent, c'est la santé. Parce que si vous n'avez pas, si vous voulez, une population qui est dans un état de santé agréable, vous ne pouvez pas faire travailler ces gens-là. On a beau avoir des cerveaux comme les autres, mais il faut insister là-dessus, c'est-à-dire dans le domaine, le secteur sanitaire, il est important aussi à développer en tant que tel. Donc, pour en revenir à ce qu'Africa 50 fait, aller financer des projets comme cela, c'est cette stratégie-là dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Mais je pense qu'Africa 50, en fait, aujourd'hui signe une convention, mais va partir mobiliser des ressources. C'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas une banque. Donc, ils vont aller mobiliser des fonds
Et ces fonds-là vont être... Ces fonds-là ont déjà été mobilisés parce qu'on en a parlé. C'est une institution qui s'est mise en place, qui semble être prometteuse en tant que telle. Bon, mais nous verrons maintenant ce qu'il y a. Mais je pense quand même qu'il y a une bonne dynamique. La dynamique dont vous parliez là tout à l'heure, cette dynamique-là a été impulsée par l'ancien Rwandais, la Kaberuka, qui était à la BAD. Donc, il a quand même fait du très très bon boulot. Et son remplaçant est en train de faire, comment dirais-je, quelque chose. J'espère bien qu'on continuera là jusqu'au bout. Mais j'ajouterais quelque chose en plus là-dessus, c'est que c'est dommageable qu'on ne puisse pas mettre en place des grands projets comme ceux dont Abdoulaye Wade avait parlé à un certain moment, le NEPAD, ainsi de suite, pour essayer, c'est-à-dire d'accélérer la dynamique dont notre jeune frère la parle, l'accélérer. Il y a des possibilités, il y a des capacités, mais c'est une question de stratégie et de volonté politique. De vision aussi. De vision, c'est tout. Vous avez conclu, c'est un problème de vision, d'ambition et de conviction. Dès que l'Afrique aura une vision et sera convaincue qu'on peut triompher avec l'aide de nos gouvernants, je pense que, parce que tout part de ce que il faut que nous ayons des États vraiment démocratiques. Et quand vous finissez votre mandat, éclipsez, vous permettez à quelqu'un d'autre, parce que vous n'êtes pas le seul intelligent, permettez à quelqu'un d'autre de venir faire quelque chose. Et quand on va partir de là, vous allez voir, tout va se mettre en place de façon progressive. C'est ça. Amadou Sylla. Oui, je conclue sur cette même note, mais en fait, c'est une responsabilité partagée que ceux qui dirigent et ceux qui s'opposent également. Parce que je crois que c'est une culture politique, souvent, qui manque dans certaines situations. Vous avez cité tout à l'heure le cas d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'est quand même quelqu'un de particulier. C'est un homme qui a nourri des ambitions par rapport à l'Afrique, qui a une vision et qui sait dire non quand il faut dire non, qui sait... Voilà. Mais il y en a pas mal, Moi, je reviendrai sur ce que notre petit frère disait tout à l'heure, c'est qu'on laisse les États africains tranquilles. Quand vous prenez l'avènement, par exemple, de quelqu'un comme Sankara au pouvoir et tout, Sankara avait une vision. Oui. Mais malheureusement, le pauvre, il a été éliminé tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il allait à l'encontre des intérêts étrangers qui regardent l'Afrique, si vous voulez, comme la RDC dont on était en train de parler tout à l'heure, malheureusement. Vous allez dire aussi que Kadhafi a été aussi dans la même... Voilà. Précieux Vossanoudé, sur la question de l'électrification, alors le continent attend des financements, notamment depuis la COP21, mais est-ce que cette problématique est véritablement liée aux questions du financement ou alors, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, un problème de volonté politique, d'ambition autour de... Il faut d'abord la volonté politique, parce qu'il ne faut pas forcément attendre... parce que les pays, les gros cylindrés nous font miroiter le bonheur et puis finalement, si tu ne fais pas leur politique, tu n'as pas droit à ce bonheur au bout du tunnel. Donc, il faut d'abord de l'ambition et il faut que l'Afrique, on se mette au travail parce que j'ai constaté que l'Africain n'aime pas travailler forcément, on est paresseux. Non, là, je ne pas d'accord avec vous. Non, justement, je le dis et je soutiens d'autant plus que, je donne un exemple, quand vous êtes en Europe, vous voyez, quand vous avez un employeur, il vous contraint à travailler de telle heure à telle heure. Et vous n'utilisez pas le téléphone au boulot, c'est que vous êtes surveillé et on donne le meilleur de nous-mêmes parce qu'on suppose que l'employeur ici, il paie bien. Mais par contre, là-bas, c'est que quand vous allez dans les bureaux, c'est que le type, il peut laisser son bureau, il peut vaquer à d'autres préoccupations. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais en tout cas, concernant l'électrification, ça demande déjà une volonté, un financement. Il faut une volonté, voilà, et il faut qu'on travaille. C'est pas une question de paresse ni quoi que ce soit par rapport aux populations. C'est-à-dire, moi, je m'inscris souvent en faux, si vous voulez, contre ce discours-là où on nous a toujours chanté que les Africains étaient des paresseux. Nous ne sommes pas des paresseux en tant que tels. Si toute société fonctionne dans ce qu'on appelle l'organisation interne de la société est un des mobiles les plus importants. Quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour faire progresser une économie, pour faire progresser un État, pour arriver à l'État-nation et tout ce qui s'ensuit. Tout ça sont des cheminements vers lesquels les États africains nous allons. Moi, je ne supporte plus qu'on nous dise que les Africains sont paresseux, ils ne savent pas faire telle ou telle chose. Nous sommes comme les autres, mais maintenant, c'est l'inorganisation de mon point de vue. C'est l'inorganisation et les fausses stratégies qui sont mises en place, si vous voulez, pas au bon moment. On ne choisit pas, si vous voulez, le moment idoine pour lancer telle ou telle chose. C'est là-dessus, moi, je suis vraiment complètement contre ça. Ce que je dis, c'est donc, Jean-Marie qui veut distinguer effectivement la politique gouvernementale et le peuple qui n'est pas
forcément On peut pas responsable de la Non, mais même si le gouverneur il a l'envie, il a la conviction, il est déterminé à faire de l'énergie quand même son bâton de pèlerin, en tout cas son patrimoine, il veut exceller dans ce domaine, et que la marge de manœuvre qu'il a ne lui permet pas d'exceller dans ce domaine. Ne me dites pas mais ça, c'est pas de la paresse, ça. C'est pas de la paresse. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, on ne peut pas dire que c'est de la paresse. C'est-à-dire, chaque État a ses avantages comparatifs naturels qui le peut permettre qu'il soit compétitif sur la scène internationale. Et à partir de là, on décline les stratégies qui sont compatibles avec ses propres avantages compétitifs naturels. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que l'Africain... Moi, quand on nous dit que l'Africain est paresseux, nos parents travaillent combien? Quand vous allez au champ, moi je l'ai fait quand j'étais jeune, vous vous levez à 5 h du matin, vous travaillez jusqu'à 16 h, 17 h, et après on va vous dire que... Donc ça sont des choses qu'on nous met en tête des Africains, dont moi je n'accepte plus ce discours-là. Non, mais le problème est que... En tout cas, quoi qu'il en soit... Aller au champ travailler de 5 h du matin. Non, j'ai constaté que nous, plus tranquilles chez nous, on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais quand on va chez nous, c'est qu'on suppose que nous sommes chez nous et on a la liberté de faire ce que nous voulons. Alors, en tout cas, sur cette question, bien sûr, il est question surtout de la politique gouvernementale. On aura l'occasion de revenir sur cette question dans le cadre de nos prochaines émissions, bien entendu. Précieux Rodrigue Vossa Noudé, merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous également, Amadou Sylla. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Et Jean-Marie Bitomo, merci de nous avoir rejoints. Merci Zara, enchanté d'avoir passé cette soirée avec vous. Merci beaucoup et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain vendredi. Très bonne soirée. Merci.